Merci d'être venu si nombreux pour donc cette soirée, au cours de laquelle nous écouterons Georges Niva, le professeur Georges Niva, que vous connaissez tous. Je pense que vous avez déjà souvent entendu ici, puisque Georges Niva est entre autres un ami du centre Solzhenitsyn et de cette maison. Et donc aujourd'hui, c'est une occasion un peu particulière, mais je vous laisserai parler de cela vous-même, puisqu'elle est organisée autour d'un livre qui est apparu à Kiev tout récemment, je pense. Oui, c'est un septembre. Donc de cet automne, qui est un livre donc bilingue, donc paru à Kiev dans l'édition Voilà. par Constantin Sigov. Donc c'est l'esprit et la lettre. Et donc il s'agit d'un recueil d'un choix de poèmes d'un poète ukrainien, donc peut-être que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, parce que la culture ukrainienne en telle n'est pas toujours si bien connue des Russes de l'étranger, ou même des Russes de là-bas. Donc, un poète que vous connaissez depuis un certain temps, je crois, qui n'est pas une nouvelle rencontre, non. dans lequel vous êtes revenu un petit peu, sans doute sous l'influence de ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, c'est des poèmes de Vassil Stos, en ukrainien, avec une traduction dont vous nous parlerez, qui est de vous. Donc, oui. Vous avez traduit. Ce n'est pas un recueil, c'est un choix de poèmes, oui. C'est un choix de 50 poèmes. Voilà. Donc, le livre est aussi, comme toujours, disponible ici, si vous voulez, en prendre connaissance après la conférence. Merci beaucoup. Je pense qu'elle... Ici, oui. Ça, c'est pour la prise de son, je crois. Bon, je suis particulièrement content de venir parler de ce poète ukrainien ici, dans cette librairie russe, que je fréquente depuis 1956. Première année d'études à la Sorbonne. Et évidemment, à l'époque, je n'avais pas idée qu'un jour je m'intéresserais à la langue ukrainienne. J'ai même écrit un article dans Le Monde qui est apparu il y a 4-5 ans. En tant que russisant, j'étais un impérialiste sans le savoir. Je voulais bien apprendre du tchèque ou du polonais, du serbe, mais je n'ai pas appris le serbe. L'ukrainien, Pierre Pascal, notre professeur, ne connaissait pas l'ukrainien, mais reconnaissait l'ukrainien, et il allait une fois par an à l'église ukrainienne, rue du Bac et boulevard Saint-Germain, où il y a la statue de Taras Shevchenko, et il allait à un service à la mémoire des poètes ukrainiens et de Taras Shevchenko. Mais il ne connaissait pas l'ukrainien. Alors, je me suis mis en tête d'apprendre l'ukrainien et de me décolonialiser du point de vue linguistique il y a 4-5 ans, avec un jeune poète ukrainien qui habite à Genève, qui était venu à une séance du cercle russe que je préside, et qui me dit « Puis-je vous être utile ?» Alors j'ai réfléchi un peu, je dis « Oui, vous pouvez me donner des leçons d'ukrainien. »« Ah, volontiers. Comme ça. » Mais je dis pas comme ça, non, des leçons payantes, parce que c'est comme en psychanalyse, si on ne paie pas, ça n'a aucun effet. Et depuis, en principe, tous les mardis, maintenant c'est par Zoom ou Skype, je lis avec lui des poèmes de Vassil Stos. Ça se passe comme ça.
c'est des leçons un peu particulières où je suis à la fois l'enseigné et l'enseignant. Je lui dis, Olès, aujourd'hui on lit tel poème, d'accord. Est-ce que vous pouvez me le lire en ukrainien? Il le lit, je l'écoute, je le lis moi-même, il me corrige. Ensuite, on décortique, disons, ligne à ligne, et en russe. Il ne parle pas le français, en russe. Après quoi, je lui demande de résumer ce qu'on vient de dire en ukrainien et de me relire le poème. Donc, vous voyez, c'est un processus assez complet et qui me plaît beaucoup. J'ai traduit à peu près 300 poèmes de Vassil Stous. Il y en a 50 dans ce livre, qui n'est pas dû à mon initiative. C'est pas Konstantin Sigov, c'est l'autre directeur de la maison Duch et Litera de Kiev, Leonid Finberg, qui me l'a proposé. Avec insistance, et je me suis dit, au moment où le maître du Kremlin nie l'existence linguistique, culturelle, historique et tout simplement ethnique de ce pays, l'Ukraine, c'est une façon pour moi d'apporter ma petite obole à ce mouvement de résistance de l'Ukraine que je trouve admirable. Et Vassil Stous est le deuxième poète, le second pour l'instant, poète national de l'Ukraine. Le premier, tout le monde connaît plus ou moins son nom, c'est Taras Shevchenko, qui est très présent dans son œuvre. Je m'en rends compte évidemment grâce à l'aide aussi de Olès Ilchenko. Shevchenko étant difficile à lire parce qu'il est très riche en archaïsme. Et vous savez que le choix de la langue ukrainienne a été discuté entre Gogol et Shevchenko. Il y a une petite correspondance, des lettres, où ils débattent. Dans quelle langue devons-nous écrire? Et comme nous le savons tous, Gogol a décidé d'écrire en russe, sauf que ces nouvelles ukrainiennes était truffé d'ukrainisme et que si on lit la critique de l'époque, il est très attaqué pour une langue très impure, pleine de dialectisme, ce qui est exact. Et puis, les âmes mortes l'ont définitivement convaincu de son choix. Tandis que Taras Shevchenko a fait un autre choix qui était l'ukrainien pour la poésie et le russe pour la prose. Car toute sa prose et sa correspondance est en langue russe. Il a fait partie de la confrérie de Cyril et Méthode, dont les 6 ou 7 membres secrets ont été arrêtés en 1845. Et bon, je ne vais pas parler de Taras Shevchenko, mais enfin, je vais quand même rappeler que Nicolas Ier personnellement a indiqué qu'il fallait l'interdire de papier et de crayon quand il était dans un bataillon disciplinaire, sachant très bien qu'il était à la fois écrivain et dessinateur et peintre. J'ai découvert ce Vassil Stous, qui est mort en 1985, à Kiev, par les éditions La Lettre et l'Esprit, Duch et Litera, de Konstantin Sigov et Leonid Finberg, les fondateurs. Les fondateurs qui sont très liés à l'université qu'on appelle du nom de l'Académie Morila, qui a été la grande pépinière du renouveau des lettres dans les pays slaves de l'Est, puisque l'Académie gréco-latine à Moscou est une sorte de filiale de l'Académie Morila, mais qui ensuite s'était provincialisée parce que l'Ukraine, après son rattachement à l'Empire russe, a été provincialisée.
Tous, en le lisant, j'ai été frappé par véritablement des éclairs de génie. Pour moi, il est un exemple de ces poètes qui sont des grands brûlés et que cette brûlure transforme en une voix prophétique. Je citerai parmi les grands brûlés Lermontov, Byron, Paul Celan, Arthur Rimbaud. Il appartient véritablement à cette famille-là. Il avait une mémoire certainement colossale. J'ai lu un certain nombre de livres sur lui en anglais, en russe et en ukrainien. Une mémoire colossale qui fait que lorsqu'il est au cachot, dans le goulag, il traduit mentalement du Rilke. C'est-à-dire, il se remémore des poèmes entiers de Rilke et il écrit mentalement ses traductions. Quand il en a l'occasion, il écrit ses traductions ou ses propres poèmes à l'intérieur des lettres qu'il envoie à son épouse. Il s'était marié peu de temps avant. Et il avait un fils qu'il n'avait pas vu. Alors, le principal recueil de Vassil Stous s'intitule Palimpseste au pluriel. Palimpseste. Vous savez tous ce que c'est qu'un palimpseste. Le parchemin était très cher et par conséquent, au Moyen-Âge, lorsqu'on estime qu'un texte est devenu inutile, on gratte un petit peu et on écrit un second texte, voire un troisième, un cinquième. Ce sont des palimpsestes. C'est assez mystérieux, cette appellation de palimpseste. Pourquoi au pluriel? C'est parce que la menace de mort sous laquelle il vit, il a été au goulag 2 fois. Je dois quand même dire qu'il est né en 1938 et mort en 1985 au camp de Perm 36, qui est un camp de très mauvaise réputation. Il avait grandi à Stalino, qui s'appelait avant Yousefka, parce que ça a été fondé par un industriel gallois qui s'appelait Yousefka, et Stalino a changé de nom, évidemment, c'est devenu Donetsk, c'est l'actuelle capitale de la province annexée. Sa mère lui chantait en ukrainien, nous raconte-t-il. Ainsi, il apprenait à la fois l'ukrainien et ce qu'est la poésie. Et il termina l'Institut pédagogique de Stalino, spécialité langue et littérature ukrainienne, qui existait à cette époque. Sans vouloir insister, je vous rappelle que la politique bolchevique puis soviétique à l'égard de la langue ukrainienne est sinusoïdale. C'est-à-dire dans les années 20, elle est encouragée et ça donne un certain florilège de poètes dont le plus grand est Titchina. Et ensuite, ceux qui ont encouragé la langue ukrainienne sont partis au goulag, puis ils ont été relâchés. Après la guerre, il y a un petit peu d'enseignement de l'ukrainien, donc c'est assez sinusoïdal. Il fait son service militaire, il devient instituteur, il est admis comme assistant à l'Institut de littérature de l'Académie des sciences de l'Ukraine. Donc, c'est une belle carrière qui s'ouvre. Il soutient une thèse de doctorat, se marie, il a un fils. Mais, le 4 septembre 1965, Vassil Stous, lors de la première projection cinématographique à Kiev du film que plusieurs d'entre vous connaissent peut-être, Les ombres des ancêtres oubliés, du génial
mettant en scène Parajanov. Le jeune Stouss se lève et demande à tous les présents qui voulaient protester contre les répressions politiques de se lever. Bon, il y en a 7 ou 8 qui se sont levés, qui ont été arrêtés par la suite. Et cet épisode marque la naissance du mouvement dissident en Ukraine, la renaissance d'un grand mouvement dissident. Mais désormais, Stouss était considéré comme une forte tête. Alors il devient ouvrier, pompier, chauffagiste, tout en composant ses premiers recueils poétiques, et en particulier Arbre d'hiver, qui n'est pas pris par une maison d'édition à Kiev, mais une petite maison d'édition en Belgique, édité en ukrainien. Le tirage était minuscule, une centaine d'ouvrages, d'exemplaires, mais évidemment le crime était grand, c'était le mouvement de dissidence. Vous savez que les grands dissidents se décident à un moment donné à envoyer leurs textes à l'étranger, c'est-à-dire un acte de trahison. Début 1972, donc 2 ans après, Stouss, avec d'autres poètes, est arrêté, envoyé au bagne pour 5 ans en Moldavie, et puis assigné à résidence à Magadan. Il purge sa peine, les 5 ans. Il revient à Kiev en 1979, il redevient ouvrier dans une fonderie, et il est déjà considéré par beaucoup comme le poète le plus doué, le plus génial de sa génération. Mais bon, il a une forte tête, il n'y a rien à faire, et par conséquent, il prend la tête et la défense du groupe ukrainien d'Helsinki, qui est fondé en 1976. Tous sont arrêtés, incarcérés, ou encore, comme à l'époque, internés dans des cliniques psychiatriques, comme Trach. Stouss est condamné à une nouvelle peine. Cette fois-ci, c'est 10 ans de travaux forcés, et il est envoyé à Perm 36 dans l'Oural. Il n'arrive pas de composer mentalement de nouveaux vers. Ce sont ces palimpsestes dont je vous ai parlé. Et je vais revenir un petit peu à son œuvre. La plus extraordinaire impression que j'ai en le lisant cette poésie de Grand Brûlé, c'est qu'il est absolument persuadé d'incarner l'Ukraine. Et ça, je vous assure que c'est assez étonnant. Il est seul, dans un cachot. Il est resté 1 an dans un cachot, tout simplement parce qu'il ne voulait pas se soumettre. Et il pense que lui et 2 ou 3 qui sont enfermés dans les camps du Goulag incarnent littéralement l'Ukraine. Mais incarne, il y a quelque chose de religieux là-dedans, c'est-à-dire comme l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. C'est pas lui qui le dit, c'est moi qui, pour essayer d'expliquer, avance cette... parce que petit à petit, son vocabulaire s'imprègne pas de christianisme, parce que il y a plusieurs thématiques. Dante est le poète qui est le plus proche de lui, bien sûr, à cause du Purgatorio. Mais avant de passer à Vassil Stouss, et comme nous allons voir qu'il adore cette Ukraine, mais quelquefois il la considère comme une marâtre, et que naturellement il est anti-soviétique entre guillemets. Vous savez, 1 ou 2 fois à Genève autrefois, j'ai fait initier comme ça des actes de protestation pour l'arrestation par exemple de Gabriel Superfine, et un collègue me demande
Je veux bien signer, mais est-ce que vous pouvez m'assurer que ça n'a pas une signification anti-soviétique? J'ai dit, écoutez, à vous de choisir. Je ne peux pas répondre à cette question. Et parmi les grandes voix russes qui ont parlé du péché russe, il y en a deux que je vais vous citer, mais très brièvement. La première voix, c'est celle de Naum Korjavin. Je vous rappelle, il est né en 1925, il est mort en 2018. Je l'ai bien connu à Boston. Grande figure de la dissidence russe, plus tard émigré aux États-Unis. En août 1972, après la reprise sanglante de Budapest par l'armée rouge, il sortait tout juste de la prison psychiatrique et il récidiva en écrivant son long poème du péché, poème à Griha. Il a quitté son pays après avoir donné ce poème du péché. Korjavin avait cru dans la révolution. Non seulement ça, mais il avait cru dans l'intervention soviétique et stalinienne en Catalogne, en Espagne. Et voici ce qu'il écrit. Nous vivions dans un hébétement. Nous partions aux contrées étrangères. Nous tombions de gloire en opprobre et regardions Varsovie qui flambait et Staline attendre qu'Hitler les achève. Deuxième voix dissidente russe que je voudrais vous donner avant de passer à Vassilstus. Natalia Gorbanevskaya, 1936-2013. Comme vous savez, poétesse, journaliste, grande figure de la dissidence russe, et je vous rappelle, la plus jeune des 8 manifestants qu'il y a sur la place Rouge à Moscou le 25 août 1968. Ce n'était pas plus Varsovie, c'était Prague qui venait d'être occupée par l'armée rouge, et elle avait ses 2 enfants en bas âge dans une poussette. Elle fut arrêtée, internée, et écrivit ces vers. Je n'ai sauvé ni Varsovie alors, ni Prague. C'est moi, coupable, et ma faute est inexpiable. Cadenassée, maudite soit ma maison, maison du mal, du péché, du crime et mensonge. Donc ces 2 poètes, pour nous rappeler que s'il y a naturellement une grande tradition impériale dans la culture et dans la poésie russe, et un poème de Pouchkine qui est impardonnable, c'est « Au calomniateur de la Russie », et ce poème est impardonnable en raison du contexte. Parce que c'est pendant la violente répression contre la première insurrection polonaise qu'il écrit ce poème. Si c'était hors de ce contexte, d'accord. Mais dans ce contexte-là, il faut bien voir ce que signifiait ce poème. J'ai mentionné donc cette soirée du 4 septembre 1965 où le jeune Vassilstus, le très jeune, lors de la projection du film « Les ombres des ancêtres oubliés » de Serge Parajanov, il demande aux présents qui veulent protester de se lever. Les ombres des ancêtres oubliés, le livre de Kossubinski, c'est une sorte de poème magnifique, ethnographique, qui se termine par la mort du héros et une espèce de pleurs du héros. Mais si vous relisez ce texte superbe, eh bien ce pleur est accompagné de danse, parce qu'il faut défier la mort. C'est le dernier chapitre.
Alors, je vous commence quelques lectures de poèmes de Vassil Stouss dans mes traductions. Voilà, je vivais, j'aimais, comme on boit, à la source, dans le bonheur, je me baignais, et puis, tonnerre, à tonner, malheur sur moi, à rouler, monde figé en un carreau de fer, en un carcan de fer, nuit absolue, éparpillant les tentes, sueur de bohémien couvrant le front, bohémienne fumée, soufflant sur le feu, partout, les monts gris, les croix, les eaux d'hommes tachant le sol de blanc, démence et solitude. Pour me sauver, qui? Sauve-toi, humble bête à bon Dieu. Qu'as-tu à me dire, Colima? Et toi, l'herbe à queue de renard? 4 par 4 nous avançons, l'éclat des tombes couronnant nos têtes, comme en un val sec et tout bossu, partout la clameur du silex, horizons aveugles à l'agonie. Et nous, dans le val des morts vifs. Les monts gris, ce sont les Sopki sibériens de la Kolyma, en ukrainien, ce sont les Soptsi. Et vous voyez, interviennent le folklore russe, le folklore des légendes, les eaux blancs qui tachent le sol, et le petit dialogue avec la bête à bon Dieu qui est sur son doigt. Stouss avait vraiment une mémoire prodigieuse, traduisant, comme je vous ai dit, mentalement, pas seulement Rilke, mais aussi Goethe. Il possédait en mémoire Homère, en traduction en grec, et Dante, et je crois qu'il avait un peu appris l'italien, moins que Mandelstam, qui a passé pratiquement 6 ans à apprendre l'italien en lisant la Divine Comédie. Mais la Divine Comédie est partout dans l'œuvre du Bagnard, qui est Stouss, dans la mesure où les différents supplices que vous avez dans le Purgatorio sont présents à sa mémoire, évidemment, et encore plus les chapitres du Purgatoire. Le Purgatoire est très très proche dans la mesure où le Purgatoire est à mi-chemin. Bon, pour Dante, il mène vers le haut, le pays de Béatrice, mais il y a encore des ombres de prisonniers du bas dans ce purgatoire. On a l'impression, si vous voulez, enfin j'ai l'impression que la culture européenne représentée par Homère, Dante, Goethe, Rilke avait émigré au bagne de Kolyma, il y avait pris racine grâce à Stouss. Et vous allez voir ici un peu la barque de Charon qui fait passer le Styx aux morts et qui intervient. Attaché la barque, l'eau qui s'écoule, assis dans l'antique esquif, vois apparaître en feu l'automne, vois la chaînée fêter sa lente mort. Toi, meurs dans le remous des eaux, ta berge est perdue. Et toi, offert à l'univers, le chaume brûle où flamboyait le seigle. Ô septembre, autel sacré des soirs, en longue solitude je m'enfermerai, penché sur la barque, le crépuscule ardant les plumes des oies sauvages, afin qu'en cette vie tu ne périsses. Les constellations célestes, le zodiaque, les grands ou les petits chariots sont très présents.
et sont une sorte de secours du bagnard, puisqu'il a un terrain plat devant lui, mais il peut voir le ciel. D'ailleurs, la plupart des grands écrivains qui ont rendu compte dans leur poésie d'une très longue captivité parlent tous de cette espèce de trou vertical vers le ciel. Vous êtes des puits de nuit, chointe l'eau dans sa folie, perdue entre les monts gris. En haut, le clapotis des constellations. Ah, ce silence! Ah, ces ténèbres! Et cette solitude sans fond! Ô mon pays sans pitié, que doux tu es, et tant cruel, à me coucher sans bras ni jambes, l'œil seul, il a mon corps dévoré en entier, il a crié comme une larme, cul de jatte aveugle aux 100 bouches. Aux 100 bouches correspond, c'est un augmentatif l'on trouve très souvent dans la poésie de Stouss et qui m'a donné pas mal de peine. Petite parenthèse sur ce travail de traduction poétique, ça consiste essentiellement à éliminer. Bon, parce que une traduction littérale qui veut tout dire est par définition la traduction trahison. La traduction trahison. Et par conséquent, il faut absolument rester dans l'étroitesse, la compacité, la violence de la strophe, de la strophique et de la simple ligne poétique. Tisnata stichavого rяда dit Tenianov, et c'est extrêmement juste pour tout traducteur. Bon, vous savez tous que dans l'Église orthodoxe, en Russie et en Ukraine, l'autel où officie le prêtre est séparé des fidèles par l'iconostase. Ça n'existe pas en Grèce, c'est pas lié fondamentalement à l'orthodoxie. Quelques prêtres, dont je ne parlerai pas tout de suite, en Russie même ont supprimé l'iconostase, mais c'est une caractéristique essentielle de l'Église russe et de l'Église ukrainienne. Alors, il y a évidemment un derrière l'iconostase, un devant l'iconostase, la demeure de l'invisible et ceux qui essayent de voir l'invisible à travers les portes du Seigneur. L'âme d'homme encore peut revoir ce pays plus beau que les portes du Seigneur. J'ai brisé ton étreinte, ô mon angoisse. Disparu le monde, j'existe enfin seul. Autour de moi, l'épaisseur de la terre. Magma je suis, voix je suis, douleur de la douleur. Qu'as-tu gagné, chercheur de ton destin, en tirant sur la fibre de la souche éternelle? Qu'as-tu gagné, enfoui au tréfonds, tombé sur terre, tête première? Déjà, tu as oublié le ciel au-dessus, au-delà des monts brillants de cristaux. Le jour encore, peut-être, reviendra. En nous, la pâle entraille de la nuit. S'allumeront des soleils, yeux de loup, pour le dernier jour. Alors, prends garde à toi. L'avènement du dernier jour du jugement dernier. Pour comprendre le poème suivant, il s'agit de l'église de Sainte Irénée, qui était une des plus belles églises de Kiev. Rappelons-nous que Sainte-Sophie date d'avant même Notre-Dame de Paris.
une des plus belles églises de Kiev, mais qui a été détruite il y a déjà longtemps par le Khan, Batu Khan, le petit-fils du grand conquérant mongol Genghis Khan. Et la reine Yaroslavna était l'épouse du prince Igor dans l'épopée ancienne du chant du régiment d'Igor, un texte du XIIe siècle. La reine Yaroslavna attendait son époux, prisonnier des Polovtsiens, sous les murs de sa ville de Poutivl, en pleurant. L'église de Saint-Irénée hurle et crie dans le noir. Les frissons, peut-être, mon fils, déjà ont pénétré ton âme, et que d'angoisse accumulée. Comment puis-je la dissiper? Femme abandonnée aux violences, mère abandonnée au malheur, sœur aimée, comme Yaroslavna la reine, cogne ses seins à la haute muraille. La prison lorgne de l'œil, comme un hibou dans la nuit. Kiev aux oubliettes, Kiev, tiens dans le carreau de mon cachot. Est-ce Batu Khan qui revient, et sa horde déchaînée? Il couvre ta gorge de ténèbres, à ne plus reprendre souffle. Salut, ô mon noir chagrin, salut, chemin de supplicié. À la terre gelée de la Kolyma, sourd au printemps, un infime mouvement de printemps, des petites crevasses dans la glace qui vont se cicatriser, comme disent tous, dans la nuit suivante. Et la Kolyma est personnifiée, elle devient un bûcheron terrifiant qui cogne. Et l'interstice de vie ne va pas vraiment dégeler l'âme. L'interstice de vie fait penser à les chansons des dieux. Le jeune Ganymède qui avait été enlevé par Zeus ou l'aigle de Zeus, on ne sait pas très bien. Terre à jamais gelée qui marmotte, voici le printemps, friable et fantasque. Ni ton âme ni ta liberté ne reviendront, car c'est une âme autre, une autre liberté. Ce printemps d'ici fange et dégèle, patinoire sur le traîneau luisant. Non, rien ici jamais ne dégèle. Le gel de Kolyma hache et cogne. Demain, le ruisseau va cicatriser, et ton âme restera engourdie. Remplis la chope, toi, les chansons noires, tant que les ligaments n'ont pas séché. L'enfer gelé de la Kolyma, où Stos a passé de nombreux mois en cachot, et finalement il est mort dans le cachot d'une grève de la faim qu'il avait décidé de mener jusqu'au bout. Et il l'a mené jusqu'au bout. Mais ça n'empêche pas Stos de composer quelques poésies charmantes, bucoliques, érotiques, chacune à sa façon. En voici une. Si seulement vous aviez, pigeons, fût-ce un brin de cœur sur vos ailes, le prendriez, l'emporteriez jusqu'en Ukraine, qui se languit, et lui tendrez main secourable, et répondrez, généreux et accueillant, venez à moi, voici à manger et boire, miettes sur la sente, eau dans un tesson. Eh bien, petiot, qui souvent clopine sur ta patte malade, laisse t'enlever l'écharde à la pâte, et de mes lèvres vous donner la béquée, vous, les blancs-becs. Puis de ma main faire envoler au ciel le dieu des oiseaux du printemps des nuées, des jeunes verdures de la bruyante et rajeunie en 100 ruisseaux, céleste ondée à dégeler son cœur, chatoyer et blanchoyer avec vous, pigeons, s'est envolé,
sans attendre l'automne. Un mot pour dire que dans l'intervalle entre ces deux séjours au Goulag, Stous a fait un petit séjour dans la partie montagneuse de l'Ukraine, c'est-à-dire les Carpates ukrainiens, le pays des Goutsoul, qui est chanté par Kotsubinski dans le film de Parajanov, et où les paysans ont des trimbalam, ce sont des corps alpins comme ont les paysans en Suisse, sur le plateau suisse, et ça existe également en Savoie. Ces corps alpins sont longs de 5 mètres, sont posés au sol, et ils sont faits pour qu'on puisse s'entendre d'un mont à un autre mont. Vous savez, autrefois, le sens de pouvoir alerter sur un ennemi qui approchait. Steppe et prés verts, vous me manquez. Étangs et bosquets, vous me manquez. Mon fils, mes amis, vous me manquez. Maman, patrie, vous me manquez. Je rêve parfois de bleu pervenche, d'absinthe blanche et spleen sarriette, de pain de Kiev et d'aube muette. Point ne suis en acier, pas le moindre ré, pas la moindre fente, tout est blafard. Tu peux risquer un œil, ténèbres? Il est vain d'attendre, tu purgeras ta peine. N'attends rien d'autre. À tue-tête, tout brillant, le pays résonne du corps des Goutsoul. Il se resserre, il disparaît, il se rapproche, il s'agrandit, prodiguant les caresses ou couvrant de coups. Une des sources poétiques de Vassil Stous, comme de tous les grands poètes, ce sont les poésies du roi David, ce sont les psaumes. Et on trouve dans les psaumes du roi David des implorations, des psaumes de colère, des psaumes de vengeance terrible. Tous les connaissez, bien sûr. Dieu, pas la bonté, la cruauté. Dieu, pas de clémence, mais vengeance. Permets-nous de briser ces fers et délivre-nous de ces sangles. Accorde-nous des cœurs inquiets. Donne-nous l'hirsute colère des âmes hérissées en torches dans les incendies étrangers. Ô fougue, élan, transport, d'un coup arrachons-nous en vol. Vois l'aurore qui vient rosissant, plutôt périr, mais en avant. Bénie soit la balle droit tendue dans la chair. Pourquoi l'embiner? En attendant siècles et siècles, Dieu, que démente vengeance, que fureur bien apprise, à jamais nous soit donnée. Vous connaissez La nuit sur le mont Chauve, Moussorgsky, La nuit sur le mont Chauve, poème symphonique âpre et violent, et c'est le sabbat des sorcières qui va se déchaîner dans ce poème. Sur le mont Chauve, un feu de nuit brésille, feuillé d'automne, en haut, encore brésille. J'ai oublié où même est le mont Chauve, et ne sais s'il saurait me reconnaître. Crépuscule, autant d'adieux à fin col, et moi qui ne sais plus, sais plus, si vivant suis ou vivant mort. Car tout s'est tu, c'est éteint, c'est perdu. Et toi, oiseau, survole le malheur, celui de nous, celui de tous, celui du monde. Oh, pardon, ça vient d'éclater tout seul.
Si tu savais comment encore tu fais mal, ta lèvre amère et salée, je la hume, ombre de ton vol, oiseau apeuré, aorte au son sourd, saignant rossignol. Plusieurs poèmes de la Colima sont dédiés au bref été de la Colima, le bref été du subpolaire, qui est évidemment comme un alcool brûlant dans l'âme et la perception du bagnard. Alors, ce sont des poèmes qui embaument le thym, H-I-M, le thym, qui pousse en abondance en Sibérie. Et alors surgissent les souvenirs de sa femme, de son fils abandonné en bas âge. Et les images passent comme sur un écran. L'écran des films d'animation d'Alexandre Alexeïev, en particulier son film « Une nuit sur le mont Chauve » me semblerait une bonne illustration. La Colima embaume le thym, la menthe amère et l'ortie. Ô ma sœur bien-aimée, merci, éperdue, prosternée devant le souvenir de toi. Ô souvenir, court instant aveugle, et te voilà en larmes par ton mari blessé. Ouverture carrée du cabanon, jolis indifférents, et notre fils qui crie « Au revoir, mon papa !» Et nous, plus nous savons ce qui se passe sur l'écran, veille au rêve. Ô mes chers, enfants d'Adam séparés, ce lourd joug sur vous qui pèse, ces cris du cou, aigus cris, deux paumes douces comme une trompe, un vase acoustique où sonne une musique d'Atlante. La bougie est, avec le flambeau, un symbole de l'esprit que l'on retrouve dans beaucoup d'églises de tableaux chrétiens, et en particulier, évidemment, Georges de la Tour, dont je pense que Vassil Stouss avait vu des reproductions. Voici ta seconde naissance, corps nouveau, âme nouvelle, regard, oui, en moi paru, nouveau, et j'ai senti qu'un autre en mon corps habité, épiant, moi, en tapis noir, sur le haut mur, il guette ma faim comme d'une bougie, et il annonce, vrai démon, que jamais ne trouverai contre son regard flou moindre refuge, que le haut mal va foudroyer ma douleur jusqu'au fond des rêves. Pour toi, il a fondé ces murs qui t'ignorent absolument. C'est lui qui sonde en tes entrailles pour rapprocher la douce mort. Recule, monstre, plus un pas, va des rétros, monstrueux monstre, innocent châtiment fait mal à rendre fou, à perdre tête. C'est un poème assez étonnant sur la mort qui vient, la mort douce, et en même temps la mort qui est comme un monstre qui l'épie et qui est entré dans son corps et dans son âme. Dans ce désert blanc est le cœur de l'Ukraine. Voilà un poème qui commence par cette affirmation fondamentale que je considère comme une sorte de translation mystique. L'Ukraine n'est plus au midi de la Moscovie, mais à son extrême-orient. Les mystiques ont toujours, en quelque sorte, préféré le corps malade au corps sain. C'est le corps malade et c'est le corps douloureux qui fait monter vers le ciel. Et c'est exactement ce qui se passe dans la poésie de Stouss. Et quant à la grappe, qui est aussi un symbole chrétien, la grappe de raisin, qui est aussi la grappe du sang rouge de vin,
et du sang rouge de la viorne qui pousse en Sibérie, elle est en quelque sorte le seul sang qui coule dans la Kolyma. Enrage, ô mon âme, enrage, pas de sanglots, dans ce désert blanc est le cœur de l'Ukraine. Et toi, cherche l'ombre rouge de la Viorne, en ces eaux ténébreuses, son ombre, cherche bien, car nous sommes une poignée, une infime pincée. Il ne reste qu'à prier, qu'à attendre. Le destin du petit matin nous met en garde. Le sang de la Viorne est aussi épais, aussi rude que le sang en nos veines. Dans ce désert blanc des blanches plaines est une grappe de douleur qui chute dans le vide. Elle bute sur nous, immortelle nous fait. Sainte Sophie, dont j'ai déjà parlé, la cathédrale de Kiev, fondée en 1037, donc au début du XIe siècle, nécropole des premiers souverains de la Rousse de Kiev, de la royauté de Kiev, et en particulier de Vladimir Ier ou Volodymyr dit Monomarque, fondateur de la cathédrale. Yaroslav le Sage. Déjà, Sainte Sophie, dans la brume effacée, plus ne clignote en grappe de lilas. Venue à moi, tu ne m'as pas atteint. Vint un hurlement, un premier tonnerre, tel un monstre en un cercle de l'enfer, et puis, derrière, ces ombres, ces mourants. Laisse-moi bénir ta libre volonté, chemin destin, chemin douleur, neige et gel, vent et glace, pleurs, jurons, malédiction, abois des matins, râle des drésines, camions de zec, vacons de zec, phare, molosse, cerbère, rails, verges, barbelés. On tombe, marche. On se relève, marche. Les mitraillettes fichées dans nos épaules, cœurs au carré, cercles au carré de la mort. Nous tombons front à terre. Laisse-moi bénir ta libre volonté, chemin destin, chemin douleur. Sur cette croix sans fin, sur cet effroi, vision sans fin d'un cri de mort. Ukraine, accorde-moi chemin d'honneur. Ukraine, accorde-moi visage sans peur. Encore 2 poèmes. Il se produit une sorte de seconde naissance dans le gel perçant, brutal, dans le blanc aveuglant et le bleu également aveuglant de la Kolyma. Une feuille déjà morte vole dans ce poème et annonce que cet été terrifiant va se terminer. Et le moi, ce sont un bébé, un nourrisson, vous savez, comme ces petites nourrissons qui représentent l'âme de la mère de Dieu emportée au ciel. Tout devint paix, fête, éternité, quand te saisit lentement la mort. La mémoire gardait l'appel de ta main, la psalmodie antique et triste, et l'étincelant regard du ciel bleu, la soie azurée des mots des vieilles. Te voilà donc, chemin de virginité, chemin expiatoire et de pitié apaisée. Le clergé se tait, personne pour hurler, personne ne sait où sera ta cendre. Les vents de la Kolyma l'emporteront, comme peine qui suffit à chaque jour. Vole donc, feuilles jaunies et dorées, dans les mondes réchauffés par tes chants, à pleine main. En ton lange de nourrisson, veuille le Seigneur t'accueillir aux cieux. Et pour finir encore ce nourrisson, cette âme de bébé dans un grand corps absolument exténué, mourant, qui ne sait plus s'il est vivant, mort ou vif et mort.
quelque chose monte, une sorte de nuage sénile ou de rêve nébuleux. Et le ciel, pour moi, se mit à rapetisser, plus d'infini qu'étire encore le naïf regard d'enfant, plus possible de croire que le perdu en veille, en songe revienne. Le songe même est impuissant, Dieu sait quand, en ton cœur, comme escadre d'esquifs, tout s'est dispersé. Les rêves monteront, braise presque éteinte, entre paupières. Voilà, j'arrête là. C'est lecture de Vassilios. Une question? C'est tellement beau. Je comprends très bien qu'on ne peut pas avoir des questions sur des poèmes comme ça, parce que ce sont des poèmes magnifiques qu'il faut lire et relire. La seule question qu'on puisse se poser, c'est sur la poésie aujourd'hui en Ukraine. Juste sur les grands brûlés, là, j'ai trouvé ça magnifique. Est-ce que Rilke aussi le considérait comme ou bien parce que vous avez parlé après des poèmes qu'il apprenait par cœur? Rilke, c'est un peu spécial. Vous savez qu'il avait une adoration pour la Russie, qu'il connaissait le père de Pasternak, que Boris Pasternak raconte ses rencontres très jeunes avec Rilke. Et puis il y a eu la révolution de 1917, la guerre civile, les massacres de toutes sortes. Et Rilke a eu un grand mal à comprendre. Il a fallu que quelques amis lui disent « Mais Rilke, cette sainte Russie, elle n'est plus là. Elle est descendue quelque part dans les catacombes. » Et en ce sens-là, il est un brûlé. Il est vrai que c'est très difficile de parler de cette poésie, comme vous dites, mais peut-être on peut parler un peu plus de votre laboratoire poétique, Georges. Parce qu'en vous écoutant, vous avez bien raconté comment ça se passe, le processus lui-même. Mais peut-on peut-être oser vous demander qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? Parce que, en effet, qui est clair pour nous, pour vous, ceux qui assistent ce soir dans ce mur, que c'est le poète qui rencontre le poète. On vient d'entendre une voix poétique qui rend par les moyens de sa propre langue ce poète ukrainien. Mais peut-être il y a d'autres enjeux, comme on dit souvent, traduire Vassilios dans ce jour quand s'éclate la tragédie dans son pays. La tragédie pour nous tous. Qu'est-ce que ça vous signifie pour vous? Pour répondre à votre question, il faut évidemment commencer par le coup de massue qu'a été l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine. Un coup de massue étonnant, inattendu dans la mesure où on pouvait attendre tout, mais quand même pas ça. Et par conséquent, une sorte d'angoisse permanente face à le massacre qui continue sciemment, pas à pas. Ma femme était hospitalisée récemment pour une bronchite aiguë à l'hôpital et je songeais aux hôpitaux ukrainiens où l'on opère à la lueur d'une bougie précisément
et dans toute l'Ukraine, puisque maintenant le Kremlin a décidé que c'était toute l'Ukraine, Lvov, les Goutsoul, le Donetsk, la Chersonèse, etc. Alors, face à cela, nous sommes très impuissants, et en même temps, il nous faut faire penser tout du moins quelque chose, sinon le faire, du moins le penser. Bon, aider les réfugiés, téléphoner lorsque on le peut à des amis que l'on a là-bas. Il y a aussi les réfugiés dissidents russes qui ont un mal particulier, évidemment, parce que Volyn-Smolensk, s'il représente quand même aux yeux de beaucoup la Russie agressive. Ce qui fait que j'ai lu pas mal de poésie écrite aujourd'hui. J'ai reçu un recueil du poète Korotko qui me propose de traduire son... Je lui ai répondu, écoutez, moi je traduis lentement, maximum de 5 poèmes par semaine, et plus c'est impossible. Et on verra lorsque j'aurai traduit tous, parce que je veux faire une sorte d'édition, non pas complète, mais presque, qui donne une idée complète de Stouss, avec quelques articles de lui, et surtout des lettres à sa femme, écrites pendant le goulag et jusqu'au dernier moment. Alors, traduire Stouss, je l'ai dit en introduction, m'aide personnellement. Il m'a fait découvrir que je pouvais être un peu à sa hauteur en le traduisant. Vous voyez, Anna Akhmatova écrit « Sans bourreau ni bijou, point de poète ici-bas. Il faut un bourreau, il faut un billot, il faut un billot et un bourreau avec une hache et une tête que l'on va couper. » C'est vrai pour un certain nombre de poètes. Il y a des poètes qui n'ont pas besoin d'avoir la hache juste au-dessus de leur col, ou le poignard juste planté dans leurs omoplates. Par exemple, on retombe sur la dichotomie Virgile et Ovide. Virgile, le chantre de l'Empire d'Auguste, et son confrère est envoyé en exil dans la Roumanie actuelle. Et puis, en écrivant sur Stouss, j'ai été frappé par les tableaux des montagnes faits par Meikin et d'autres peintres chinois au XVIIe siècle, et qui sont accompagnés de poèmes. Alors, dans les terres froides, ses amours, probablement sa femme, qui est un poème qu'on peut dire assez érotique. En vain j'ai lu grammaire de l'amour, grammaire de tes lèvres pécheresses. Tu m'échappais et cachais ton rire entre tes dents serrées et avides. Hanche blanche dans le hou rapace, l'indomptable louve affamée happe ton corps entre piquantes verges, empourprant la fougère entre tes jambes. Ô cerceau des lèvres, bras et jambes, ô désir de louve et peur d'agneau, la voilà donc ta rétribution, jusqu'à rage, furie, éclair nu, péché, et ces courses de corps étirés, et ces craies de pain où fumée brasille, et ce val félin, cette chevelure, ce val perdu, ce val ardent, ce val obscur, nuit de Saint-Pierre tourbillonnante, matin humide et embaumant fumier, les constellations couraient au char lacté, nous voguions dans le char des caravanes.
En ukrainien, c'est particulièrement beau. Ouais. C'est vrai que la vérité est tellement étonnante qu'on a du mal à croire que ce vers appartient au même poète. Bon, donc ce qu'il ne nous reste que remercier Georgieva pour cette ambiance d'une haute poésie que nous avons ressentie ce soir grâce à la lecture de cette réduction. C'est cette ambiance où tout devient fait. C'était les paroles que vous avez traduites. Vous pouvez acheter le livre, demander la dédicace. Il faut s'adresser à Alip et vous tous invités pour voir un verre des métiers et pour continuer les échanges avec Georgieva que nous remercions de tout cœur.